Dans le domaine de la santé mentale et des troubles psychiques, il est aujourd'hui largement reconnu que l'application des familles et la psychoéducation sont des facteurs essentiels de rétablissement. Ces programmes offrent aux proches de personnes qui vivent avec un trouble psychique, qu'on appelle proches aidants, des outils et des compétences pratiques pour comprendre les troubles psychiques, mieux communiquer avec nos proches, les soutenir, tout en créant un réseau entre familles. Ces programmes nous permettent aussi de préserver notre propre santé mentale qui est mise à l'épreuve de la maladie de notre proche et également des préjugés et des représentations erronées qui demeurent très présents dans notre société d'aujourd'hui. Des initiatives remarquables se distinguent à Lyon, notamment les programmes de psychoéducation à destination des proches aidants, Bref et Léo. Les études cliniques montrent les multiples bienfaits de ces programmes qui incarnent une approche où l'humain et la relation sont au centre du parcours de rétablissement. Et c'est précisément ce travail pionnier qui m'amène aujourd'hui, dans ce 15e épisode d'Éclat d'Esprit, au centre hospitalier du Vinatier à Lyon, à la rencontre du docteur Romain Ray, psychiatre et chercheur au cœur de la psychoéducation, pour comprendre comment ces programmes transforment la vie des familles et soutiennent le rétablissement sur du long terme des personnes qui vivent avec un trouble psychique. Un épisode plein d'espoir et de très belles perspectives d'avenir. Docteur Ray, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les familles comme la mienne, dont un proche vit avec un trouble psychique. Et surtout, ce qu'on peut faire pour mieux les soutenir. Avant de commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, qui êtes-vous ? Alors moi je suis Romain Ray, je suis médecin psychiatre à l'hôpital du Vinatier. Je suis responsable d'un service qui comprend notamment le CLAP, le Centre Lyonnais des aidants en psychiatrie. Je suis maître de conférence à l'Université Lyon 1 et chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon dans une équipe de recherche en psychiatrie qui s'appelle PsyR2. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est que la psychoéducation. Et pour commencer, des milliers de personnes sont aidants, mais pas toujours conscientes de l'être. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être aidant ? Alors, il y a plusieurs définitions pour les aidants. La définition qui est la plus consensuelle, c'est celle des aidants familiaux. On préfère maintenant le terme proche aidant parce que c'est moins restrictif que les personnes de la famille. Parfois, les aidants, c'est des personnes de l'entourage, pas forcément familiales. Et donc, un aidant, c'est une personne qui est non professionnelle et qui apporte une aide ou un soutien, soit partiellement, soit totalement, à une personne qui en a besoin, une personne de son entourage. Et c'est une aide qui peut être durable ou temporaire et qui peut revêtir plein de formes différentes. Ça peut être une aide sous la forme de soins, d'accompagnement dans des démarches de la vie sociale, ça peut être un soutien psychologique, ça peut être une aide dans les démarches administratives, financières, ça peut prendre plein d'aspects différents finalement. Et la psychoéducation, c'est quoi ? Alors la psychoéducation, c'est une des interventions thérapeutiques dont on dispose dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. En psychiatrie et en santé mentale, on a deux grands groupes d'interventions thérapeutiques, les interventions biologiques qui sont principalement représentées par les médicaments et les interventions non biologiques. Et parmi les interventions non biologiques, on connaît tous les thérapies. Et à côté des thérapies, il y a aussi la réhabilitation psychosociale. Et parmi la réhabilitation psychosociale, il y a la psychoéducation. La psychoéducation, c'est une intervention qu'on peut proposer aux personnes concernées, donc les patients, ou à leur entourage. Et dans ce cas-là, on parle de psychoéducation familiale ou de psychoéducation des aidants. C'est une intervention qui est évaluée scientifiquement et qui existe depuis une quarantaine d'années dans le champ de la psychiatrie. Donc être aidant, ça a quand même des répercussions sur les personnes. À quels besoins principaux répond la psychoéducation pour les aidants ? Alors, les aidants, c'est des personnes qui, comme on l'a dit précédemment, apportent une aide, un soutien à leurs proches. Ça les impacte aussi. Donc les aidants, ils ont différents types de besoins. Ils ont des besoins spontanément qu'ils expriment assez facilement. C'est mieux comprendre ce qui arrive à leurs proches. Et puis avoir des techniques, des outils, des stratégies pour l'accompagner au mieux. Voilà. Il y a des besoins qui sont moins évidents pour eux et qui pour autant sont très essentiels. C'est de rencontrer d'autres aidants pour comprendre qu'ils peuvent échanger, être soutenus, qu'ils ne vivent pas une situation seule, impartageable avec personne. Il faut aussi pouvoir leur donner des techniques pour prendre soin d'eux. Ça, c'est hyper important aussi. Et puis, leur permettre de retrouver de l'espoir.
Et enfin, un des derniers besoins des aidants, c'est d'être reconnus comme des partenaires à part entière pour les professionnels de santé, parce que c'est ce qu'ils sont en réalité, mais parfois c'est pas forcément très bien reconnu. Et donc toutes ces choses-là, c'est des besoins auxquels on essaie de répondre à travers les programmes de psychoéducation. Alors les programmes de psychoéducation répondent pas chacun à l'ensemble de ces besoins, mais toutes les interventions qui visent à soutenir les aidants, chacune essaie de cibler un ou plusieurs de ces besoins-là. Qu'observez-vous chez les familles qui suivent ces programmes de psychoéducation ? Ce qu'on observe, alors il y a différentes choses qu'on observe. Ces programmes-là, comme je vous le disais, ils existent depuis une quarantaine d'années, donc ils ont été évalués scientifiquement. Ça, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire que, au-delà de l'idée qu'on se fait, qui paraît naturelle, de se dire si on aide les aidants, on va avoir un impact favorable sur eux et peut-être sur leurs proches. Là, on est dans une intervention qu'on a évaluée scientifiquement et dont on est sûr que effectivement elle a un bénéfice à la fois sur les aidants et sur le proche qui les accompagne. Donc sur les aidants, on sait que la psychoéducation a un effet sur les différentes facettes du fardeau des aidants, à la fois sur l'impact négatif que peut avoir la situation d'aidant sur les aspects psychologiques ou physiques. Donc ça améliore leur santé physique et puis leur santé mentale, voilà. Et aussi ça améliore leur recours aux ressources disponibles, c'est-à-dire que les aidants qui ont participé à la psychoéducation savent mieux et plus vite trouver les lieux où ils vont pouvoir rencontrer d'autres aidants, donc des pairs, et puis aussi retrouver d'autres ressources qui vont pouvoir les aider à être accompagnés et soutenus durablement. Du côté des personnes concernées, donc des patients, eh bien, les patients dont le proche a bénéficié de psychoéducation vont aussi avoir des bénéfices très importants. Alors je souligne ça parce que parfois on ne se douterait pas du niveau d'efficacité de ces interventions-là. La psychoéducation des aidants, par exemple dans le champ de la schizophrénie, c'est la deuxième intervention thérapeutique la plus efficace après les traitements médicamenteux. C'est une intervention qui permet de réduire le risque de rechute, de réduire le risque de nouvelle hospitalisation et qui réduit la durée des hospitalisations. Au niveau de son efficacité, ça permet de réduire tous ces objectifs de moins 40% au maximum. C'est le niveau d'efficacité qu'on constate avec un traitement médicamenteux bien conduit. Notre objectif, c'est pas de remplacer les traitements médicamenteux par la psychoéducation des aidants, c'est de se dire on a une marge de progression fabuleuse et très importante si on arrive à rendre systématique la psychoéducation des aidants. Et on va pouvoir permettre d'améliorer la situation des aidants eux-mêmes et aussi celle des personnes concernées par un trouble. Est-ce que ces programmes contribuent aussi à améliorer la relation entre les proches et les soignants ? Alors évidemment, oui. Les aidants, ils ont des besoins très précoces. La découverte d'un trouble psychique chez un proche, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, souvent. Ça remet en question plein de choses. Il y a beaucoup d'interrogations, d'idées fausses qui peuvent apparaître initialement. Donc il y a vraiment une logique et une vraie pertinence à essayer de proposer de la psychoéducation des aidants le plus tôt possible. Pendant longtemps, on s'est dit que ça pouvait être utile de laisser les aidants un peu maturer la situation. C'est une fausse idée. Plutôt, on les prend en compte, on les intègre, on répond à leurs questions et à leurs besoins. Et le mieux c'est, cette capacité à pouvoir accompagner les aidants précocement, ça a beaucoup d'intérêt, et notamment un intérêt qui est celui de les intégrer dans le parcours d'accompagnement de leurs proches en tant que partenaires. Eux, ça leur permet de se sentir considérés et reconnus dans leur rôle. Et ça a aussi la vertu, du point de vue des professionnels de santé, de considérer comme une bonne pratique et comme une pratique logique et pertinente que de travailler avec les aidants d'une personne. Les soignants, ils sont également concernés par nos représentations et les préjugés face aux troubles psychiques. Est-ce que la psychoéducation a également un rôle à jouer pour les professionnels de santé ? Alors oui, je pense que la psychoéducation, c'est quelque chose qui a un rôle important pour mobiliser les idées reçues ou même les aspects de stigmatisation qui peuvent exister dans le champ de la psychiatrie. Ça passe par plusieurs canaux. Je pense qu'un des premiers canaux dont on pourrait parler, c'est que souvent les personnes qui bénéficient de psychoéducation, que ce soit la psychoéducation des aidants ou la psychoéducation des personnes avec un trouble, c'est dans des moments où leur maladie, leur trouble est stabilisé. Donc ça permet aux professionnels de santé d'interagir avec les personnes concernées dans des moments où la maladie n'est pas au premier plan et de découvrir ou de reconstater ce qu'on sait tous, mais de voir au quotidien que les personnes ne se résument pas à leurs troubles, qu'elles ont des aspirations, des projets, des ressources, et c'est des choses qui sont extrêmement vivantes dans le contexte de ces programmes-là. L'autre intérêt, c'est que la psychoéducation, c'est une intervention qui vise à promouvoir l'empowerment des personnes, c'est-à-dire récupérer du contrôle sur sa situation. Donc ça nécessite, du point de vue des soignants, un lâcher prise, c'est-à-dire accepter
que les personnes avec des troubles psychiques ont la main sur leur vie, leurs projets, et donc c'est un pas de côté par rapport à ce qui se passe souvent dans les soins, qui peuvent rester souvent un peu paternalistes, on va dire. Et puis la psychoéducation des aidants, c'est un moyen très intéressant et moi très enrichissant, on va dire, pour les soignants, parce que ça permet de rencontrer et ça favorise des liens étroits avec les aidants. Ça nous permet en tant que professionnels de santé de comprendre de façon plus fine la situation que vivent les aidants et de comprendre à la fois à quel point ils sont des partenaires importants et aussi à quel point il est important de pouvoir les soutenir et les accompagner durablement. C'est un discours vraiment très important pour toutes les personnes qui sont concernées par la maladie d'un proche. À l'époque, les familles étaient plutôt exclues et aujourd'hui, la dynamique, c'est plutôt de les intégrer en tant que partenaires et ça, c'est vraiment extrêmement positif alors moi je parle personnellement, mais je sais que mon avis est très très partagé. C'est vraiment un plus pour toutes les parties concernées, la personne qui vit avec son trouble, les soignants et du coup les proches. Il y a plusieurs programmes qui sont développés au Vinatier. Est-ce que vous pourriez nous en présenter les principaux ? Alors oui, au Vinatier, on a toute une offre de programmes de psychoéducation pour les aidants. Alors certains de ces programmes ont été créés au Vinatier. On les a évalués scientifiquement, puis partagés au niveau national. Et d'autres sont des programmes qui existaient déjà, qu'on a mis en place au Vinatier. Et on les a organisés sous la forme d'un parcours d'accompagnement pour les aidants. Donc on a des programmes initiaux qu'on propose le plus tôt possible à tous les aidants. On a des programmes de durée intermédiaire et puis des programmes d'approfondissement. Dans les programmes initiaux, on a le programme Bref, qui est un programme issu de la recherche participative qui a été créé par mon service, donc le CLAP, en partenariat avec l'association de famille qui est l'UNAFAM. C'est un programme unifamilial, on accueille une famille à la fois pour 3 séances d'1 heure. C'est un programme qui se conçoit comme une porte d'entrée pour les aidants dans le parcours d'accompagnement. C'est un programme qui peut être accessible sans restriction pour les aidants. Voilà, sur simple demande spontanée. Il n'y a pas de conditions de diagnostic, il n'y a pas de conditions de durée d'accompagnement. Et tous les programmes pour les aidants sont accessibles sur demande spontanée des aidants, sans nécessité de solliciter le proche, parce que c'est des interventions pour les aidants. C'est comme ça qu'ils sont créés. Donc on a ce programme Bref. Ensuite, au Vinatier, pour une famille qui a bénéficié du programme Bref, on étudie avec elle la suite du parcours. Et cette suite de parcours, elle peut se faire soit auprès des associations de famille. Donc nous, on travaille beaucoup avec l'UNAFAM, qui a une offre de ressources très importante et très qualitative. Ça peut être des formations, de l'entraide entre pairs, de l'accès au droit. Et puis, on a nos autres programmes de psychoéducation. Et dans les autres programmes de psychoéducation, on a le programme Léo, qui est aussi un programme issu de la recherche participative qu'on a créé, donc le CLAP, avec le collectif Schizophrénie et l'UNAFAM. C'est un programme multifamilial où on accueille toutes les familles, quel que soit le diagnostic du proche, et qui se centre sur les compétences. Donc c'est des compétences pour mieux accompagner son proche et pour prendre soin de soi. On a encore 3 autres programmes qui existent, 4 même. On a un programme qui s'appelle PEPS Aidant, qui est destiné aux entourages de personnes qui ont fait un premier épisode psychotique. On a un programme qui s'appelle Connexion familiale, qui est un programme national qui concerne les familles de personnes avec un trouble de personnalité borderline, on disait les états limites avant. On a le programme Pro-Famille, qui est le premier programme de psychoéducation des aidants qui s'est implanté en France et qui nous a rendu beaucoup service parce qu'il a préparé le terrain pour les autres. Ça concerne les personnes qui accompagnent un proche avec une schizophrénie ou un trouble psychotique. Et puis on a le programme AVEC, qui est un programme canadien pour les aidants de personnes avec un trouble psychotique. Donc tous ces programmes, on a mesuré les bienfaits, on sait que c'est ce vers quoi il faut tendre, mais aujourd'hui, ça reste encore insuffisamment disponible. On parlait de programmes nationaux, donc en France, ça se développe beaucoup. Qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui leur déploiement à grande échelle, voire à l'international ? Donc moi, je pense particulièrement à la Belgique. Alors, je pense que d'une manière générale, alors peut-être pour la situation française, parce que c'est peut-être ce que je connais le mieux, et puis je dirais un mot sur la Belgique, qui est quand même un pays voisin. Je pense qu'il y a certains leviers qu'on n'a pas actionnés encore suffisamment pour favoriser l'essaimage et puis la systématisation de ces interventions-là. Dans les leviers qui n'ont pas encore été suffisamment actionnés, mais qu'on essaie justement de mobiliser actuellement, il y a la formation initiale et continue. Je pense que pour la plupart des professionnels de santé ou des professionnels qui interviennent dans le champ de la santé mentale, le temps qui est accordé au rôle des aidants et à la manière de les accompagner, c'est insuffisant. Je pense que, moi je le dis parce que j'ai été aussi concerné par ça, on ne nous apprend pas à quel point
le fait d'être aidant est impactant et on ne nous apprend pas le niveau d'efficacité de ces interventions. Je pense qu'en tant que professionnel de santé, si on nous disait plutôt que la psychoéducation des aidants c'était une intervention ultra efficace et qu'il faut proposer systématiquement, on serait peut-être plus proactif à la proposer. Donc ça c'est une des premières raisons. La deuxième raison, je dirais que c'est peut-être une raison un peu politique. Moi je pense qu'en France, une des choses qui nous manque, c'est des bonnes pratiques opposables, c'est-à-dire ça c'est plutôt des décisions un peu, on va dire, gouvernementales ou des autorités de santé, mais c'est des guidelines, des recommandations autour des soins, des bonnes pratiques, mais qui s'imposent aux établissements et aux professionnels. Ça c'est quelque chose qu'on est en capacité de faire, que d'autres pays font. Je vois pas la raison pour laquelle on pourrait pas le faire aussi chez nous, et je pense que dans ce contexte-là, la psychoéducation des aidants, elle y trouverait sa place, et ça donnerait une force autour de tout ça. Je pense qu'il y a des aspects de sensibilisation aussi qui méritent d'être mobilisés, parce que la psychoéducation des aidants, bon, c'est bien d'informer les professionnels de santé, mais ensuite, plus il y a de monde qui sont sensibilisés à la situation des aidants et au fait qu'il existe des ressources pour eux, et plus on favorise et on accélère le parcours des aidants et le fait qu'ils soient pas isolés, mais plutôt accompagnés et soutenus. Et puis je pense qu'il y a des aspects plus terre à terre, qui sont un peu des aspects financiers. Mais ça, pour le coup, en France, chose très prometteuse qui se passe, puisque là, par exemple, moi je suis un bon témoin de ça. Le ministère de la Santé nous soutient à travers des dispositifs innovants pour essaimer à travers toute la France certains de nos programmes de psychoéducation, et notamment le programme Bref, puisque à l'heure actuelle, on a la possibilité de créer des centres formateurs régionaux au programme Bref dans un certain nombre de régions. Et donc ça, c'est une volonté des autorités de santé qui ont une vraie reconnaissance du rôle des aidants et de la pertinence de ces programmes-là, et un moyen de faire progresser les choses sur le territoire national. Et pour ceux qui nous écoutent et qui comprennent l'importance de proposer ces programmes au sein de leur territoire, comment ils font concrètement ? Alors, quand on est un professionnel de santé, par exemple, et qu'on veut mettre en place le programme Bref dans sa structure ou dans son établissement, à l'heure actuelle, il y a deux moyens de s'y prendre. Il faut bénéficier de la formation d'animateur au programme Bref. Cette formation d'animateur au programme Bref, elle a été longtemps délivrée uniquement par mon service qui était le CLAP, donc il fallait s'adresser à nous. On est localisé à l'hôpital du Vinatier à Lyon. Et puis, depuis 2024, on commence à créer des centres formateurs régionaux, ce qui permet d'augmenter la force de frappe, entre guillemets, pour pouvoir former plus de monde et répondre aux besoins importants qui existent sur les territoires. Et donc désormais, on a pour 2024 et 2025 6 régions qui ont ou qui vont avoir un centre formateur régional. Il s'agit donc d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'Île-de-France, Centre-Val de Loire, La Réunion et Normandie. Et on a bon espoir qu'en 2026, on aura d'autres régions qui nous rejoindront. Je reviens sur ma question de la Belgique. Alors en Belgique, le modèle est un peu différent parce que le modèle des soins et puis de financement des soins est un peu différent. Il en reste pas moins que Bref est en phase d'expérimentation là-bas. On a réalisé plusieurs formations d'animateurs au programme Bref en Belgique, à plusieurs reprises d'ailleurs. Certains en partenariat avec des associations de familles dont Similes, d'autres avec des établissements de santé. À l'heure actuelle, on sait que c'est un programme qui a été mis en œuvre dans certains établissements. Une des choses qui nous intéresse à l'avenir, il y a deux choses qui nous permettraient de faire avancer la situation. La première, ce serait probablement de permettre à la Belgique de se doter d'un centre formateur pour la Belgique, ce qui serait tout à fait possible puisque on a l'expérience en France, donc c'est exactement duplicable sur le territoire belge, au moins francophone. Et la deuxième question, qui est un peu plus technique, ce serait un peu les aspects de modèle financier, parce que les financements pour les interventions de réhabilitation psychosociale ne sont pas exactement les mêmes en France et en Belgique. Donc ça, c'est un dossier un peu plus technique, mais qui, à mon avis, peut avancer, puisqu'en Belgique, il y a de la réhabilitation psychosociale, donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir étendre ce modèle-là à l'aide aux aidants. Et quand on voit les bénéfices qu'on peut en retirer, je pense que c'est vraiment une piste à... Ah bah exactement. Mettre en place de l'aide aux aidants, on parle beaucoup des bénéfices cliniques à la fois sur les aidants et sur les personnes concernées, mais si on veut aller sur un volet financier, donc c'est ce qu'on appelle les aspects médico-économiques, c'est une intervention qui est extrêmement équilibrée, c'est-à-dire qu'elle nécessite effectivement un petit investissement initial, puisqu'il faut pouvoir former des professionnels de santé et puis dédier une partie de leur temps à faire de l'aide aux aidants. Mais ensuite, cet investissement initial, il est très largement compensé à court, moyen et long terme, à travers les bénéfices qui sont observés sur les aidants, mais aussi beaucoup sur les bénéfices observés sur les personnes concernées, qui vont faire moins de rechutes, qui vont être moins souvent hospitalisées et sur des hospitalisations plus courtes. Donc on est sur des bonnes pratiques, à la fois cliniques, mais aussi sur un plan économique, auquel on ne pense pas souvent quand on est dans la sphère soignante, mais qui sont quand même importantes pour les autorités de santé.
Il n'y a que des bonnes raisons pour faire ça. Pour les aidants, il suffit de faire la demande. Je mettrai dans le descriptif une adresse mail. C'est par mail que se font les demandes. Alors, pour les aidants qui souhaitent... alors tout à l'heure, je vous ai répondu pour des professionnels de santé ou des bénévoles d'associations de famille qui souhaitent devenir animateurs bref. Donc là, il faut s'adresser à nous ou à un des centres formateurs régionaux. Pour un aidant qui souhaite bénéficier du programme Bref, on a une application smartphone gratuite qui s'appelle iBref, qui comprend notamment un annuaire qui recense toutes les structures qui proposent le programme Bref. Donc c'est assez facile de naviguer, il y a une petite carte et puis on navigue régionalement puis par département. Et ensuite on a accès soit au numéro de téléphone, soit au mail qui permettent de se rapprocher de l'équipe qui propose le programme Bref au plus près de son lieu de logement. L'accès au programme Bref, il est gratuit et il est sans restriction, c'est-à-dire qu'on peut y accéder quel que soit le diagnostic de son proche, y compris si on ne connaît pas encore le diagnostic, ou si le proche ne l'a pas partagé avec son entourage, ce qui peut arriver. On peut bénéficier du programme Bref quand même, et on peut en bénéficier, qu'on accompagne son proche depuis vraiment pas longtemps du tout, on est dans le premier mois, ou si ça fait très longtemps, on peut en bénéficier aussi. Il y a vraiment zéro restriction à bénéficier du programme Bref pour un aidant, et ça ne concerne pas que les membres de la famille. On peut aussi demander à bénéficier de Bref si on est un ami ou un colocataire, c'est un peu moins fréquent, mais on sait que dans les grandes villes, il y a des personnes qui sont isolées, il y a des jeunes étudiants qui parfois sont en colocation, et donc dans ces situations-là, c'est possible aussi de bénéficier de Bref, qui sont des interventions respectueuses du secret professionnel, donc qui nous permettent d'accueillir une grande diversité d'aidants. Petit témoignage du coup de ma part, moi j'ai été reçue avec mes enfants au programme Bref, donc ici, et nous on avait un diagnostic en néerlandais qu'on avait du mal à comprendre et on était informés de rien, on ne savait pas du tout ce qui pouvait se passer en Belgique, du coup ça a été vraiment très très aidant, autant pour moi que pour les garçons qui ont pu poser toutes les questions qui leur venaient en tête, et au fur et à mesure des 3 rendez-vous, obtenir des réponses et des retours, ça a été vraiment très bénéfique pour nous 3. C'est vrai que je rebondis juste sur une chose que vous avez dite, c'est une des forces du programme Bref, c'est que c'est un programme unifamilial, donc on accueille une famille ou l'entourage d'une personne, donc parfois c'est une personne, parfois c'est plusieurs. Ça permet vraiment de personnaliser un peu les réponses aux questions propres à cette situation spécifique-là. Et un autre des avantages de Bref, c'est que, alors c'est pas systématique parce que ça arrive pas tout le temps, mais on essaie de l'encourager, on peut accueillir aussi les jeunes proches, c'est-à-dire les frères et sœurs, les enfants, qui sont souvent quand même conscients de la situation, impactés par elle, qui ont leurs propres questions. Et donc c'est vrai que parfois, quand la situation s'y prête, ils peuvent participer au programme Bref avec le reste des aidants. Parfois, lorsqu'ils sont plus jeunes, on aménage une séance supplémentaire pour eux. Mais c'est vrai que cette question des jeunes proches, elle est aussi importante et il ne faut pas les oublier. Non, nous on a été parfaitement tous intégrés et c'était très réconfortant pour nous tous. On a parlé de iBref, en plus récemment, donc c'était en mars, donc il y a vraiment très très peu de temps. Vous avez lancé Léo 2.0, qui est désormais disponible en ligne. Avez-vous des premiers retours de cette version en ligne et en quoi ça consiste, comment on peut y accéder, enfin voilà, dites-nous un peu ce qu'il en est. Alors, Léo 2.0, c'est l'adaptation sous un format digital d'un de nos programmes de psychoéducation qu'on fait en présentiel, qui s'appelle Léo. On l'a créé à partir de plusieurs constats, je vais dire. Le premier, c'est en lisant la littérature scientifique internationale. Les grands auteurs internationaux, ils concluent tous que la psychoéducation, que ce soit pour les personnes concernées ou les aidants, ou même les autres interventions de réhabilitation psychosociale, comme la remédiation cognitive, c'est des interventions qui sont très efficaces, qu'il faut pouvoir proposer à tout le monde, mais ils constatent que le nombre de professionnels de santé et la répartition des ressources soignantes sur le territoire, que ce soit en France ou dans les autres pays, est inéquitable et que de fait on n'arrive pas à systématiser ces interventions-là. Et donc il y a un certain nombre d'auteurs internationaux qui conseillent de prendre appui sur les ressources digitales pour essayer de corriger ces déséquilibres. Donc c'était une des premières raisons qui nous a fait penser à créer ce programme numérique, essayer de pouvoir atteindre des aidants vis-à-vis desquels c'était difficile de pouvoir proposer nos interventions habituelles. Donc, je pense aux jeunes proches, je pense aux aidants qui travaillent et qui peuvent pas se libérer pour les horaires où ont lieu les programmes de psychoéducation, tout simplement les personnes qui sont pas mobiles ou qui vivent très éloignées dans des zones rurales ou dans des déserts médicaux. La deuxième raison qui nous a convaincus, c'est que dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, il existe au moins un autre programme de psychoéducation pour les
patients cette fois-ci, déprimés, un programme numérique qui a été développé en Allemagne, qui n'est pas encore présent en France, mais qui est présent à l'international et qui a montré scientifiquement son efficacité. Donc on s'est dit que c'était aussi une bonne raison pour le proposer. C'est ça qui nous a fait développer le programme de psychoéducation digitale pour les aidants Léo 2.0. On l'a développé en collaboration avec donc le CLAP, l'UNAFAM, la Fondation Fondamentale et notre mécène, c'était Ecclesia. Ce programme-là, on l'a rendu disponible le 19 mars dernier et il va continuer à être augmenté dans le temps et on pense qu'au mois de décembre 2025 ou en janvier 2026, on va rajouter un module qui aura trait aux connaissances médicales puisque pour l'instant c'est un Léo 2.0, ça parle des techniques de communication pour mieux accompagner son proche et puis des techniques de gestion du stress quand on est soi-même un aidant. Et puis probablement en 2027, on rajoutera un autre module qui est relatif à une technique pour prendre soin de soi en tant qu'aidant. Est-ce que vous voyez des évolutions dans les années à venir, par exemple avec la personnalisation des programmes ? Alors oui, dans les programmes, il va y avoir des évolutions dans les années à venir, en tout cas moi je le souhaite. Je pense qu'il va y avoir des évolutions un peu déjà organisationnelles. C'est-à-dire que je pense qu'à l'heure actuelle, l'aide aux aidants, au même titre que la réhabilitation psychosociale, il y a la vision que c'est des interventions qui doivent être proposées dans une structure unique pour tout un département, voire pour une région. Or, la psychoéducation des aidants comme la réhabilitation psychosociale, c'est des briques élémentaires du soin. Et à ce titre-là, elles doivent être proposées dans les services de secteur, au plus près des usagers. C'est comme ça qu'on peut toucher tout le monde. La réhabilitation psychosociale, c'est pour toutes les personnes concernées. La psychoéducation des aidants, c'est pour tous les aidants. Donc il faut que ça soit accessible partout. Donc une des évolutions à venir, c'est une couverture systématique et faire en sorte que ces interventions-là, elles ne soient pas dans des gros hôpitaux ou dans des services un peu spécifiques de recours, mais vraiment dans les services de base, de psychiatrie générale, qui font l'essentiel des soins d'ailleurs en France et qui sont extrêmement importants. Donc ça, je pense que c'est un des premiers aspects. Ensuite, je pense qu'il y a un aspect autour de l'amélioration d'efficacité de ces programmes-là. La psychoéducation des aidants, c'est une intervention dont on sait qu'elle est efficace, mais on ne sait pas quels sont les ingrédients qui sous-tendent cette efficacité. Donc nous, on fait beaucoup de recherches au CLAP et en lien avec l'UNAFAM et puis avec la Fondation Fondamentale sur quels sont les ingrédients d'efficacité qui sous-tendent vraiment l'efficacité des programmes. Ça va nous permettre ensuite d'interagir avec les animateurs qui proposent leurs programmes en leur disant voilà, ces parties-là, c'est vraiment celles qu'il faut privilégier, prioriser auprès des aidants parce que si vous arrivez à répondre à ces besoins-là, vous allez avoir un impact très bénéfique à la fois sur eux et sur le proche qu'ils accompagnent. Donc ça, c'est un des points qui est important. Je pense aussi que les programmes de psychoéducation, c'est des programmes qui, en partie, sont des programmes pédagogiques. C'est-à-dire, c'est aider les personnes concernées, leur entourage, à comprendre ce que sont les troubles psychiques, l'organisation des soins. Et ils doivent aussi évoluer. L'évolution des connaissances en psychiatrie, elle est assez rapide. Donc il va falloir les mettre à jour. Ça veut dire que probablement le module de connaissances médicales là, que je vous annonce pour fin 2026 et dont on est tout fier, et ben peut-être que dans 3-4 ans il faudra le mettre à jour parce que les connaissances auront évolué, et tant mieux parce que ça veut dire qu'on en saura plus et qu'on saura mieux accompagner les personnes. Donc voilà, je vois un peu ce type d'évolution là. Je pense aussi que ces programmes là, il va falloir intégrer de plus en plus, continuer à les co-construire dans les démarches de recherche participative, permettre qu'ils soient co-animés. Ça, on a des résultats récents de recherche qui montrent que les programmes co-animés par des bénévoles d'associations de famille, c'est des programmes qui sont beaucoup plus efficaces que s'ils sont animés uniquement par des professionnels de santé seulement. Donc il va aussi falloir s'organiser pour rendre ces co-animations réalisables partout. Et je pense en particulier que dans ce cas-là, ça va mobiliser deux types d'acteurs, les associations de famille qui vont devoir être mieux soutenues par les autorités de santé pour pouvoir absorber des flux de plus en plus importants d'aidants, ce que fait très bien l'UNAFAM à l'heure actuelle, mais il va falloir continuer à les soutenir et à les aider, notamment peut-être en leur proposant des ressources organisationnelles. Et puis, il va falloir aussi réfléchir au rôle des pères aidants familiaux professionnels dans les services, qui finalement sont aussi des ressources très nouvelles, mais très prometteuses. Et donc, voilà, je pense que c'est deux aussi des aspects évolutifs qui vont beaucoup contribuer à changer les choses dans les quelques années qui viennent. Un petit mot du coup sur les pères aidants pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, il y a deux types de pères aidants à l'heure actuelle. Donc, il y a les pères aidants usagers et les pères aidants familiaux. Donc, ceux qu'on connaît le mieux, entre guillemets, même si c'est des nouveaux venus quand même dans le champ de la santé mentale, c'est les pères aidants usagers. Donc, c'est des personnes qui vivent avec un trouble psychique et qui sont rétablies. Donc, rétablies, ça veut dire que c'est des personnes qui ont parcouru un parcours de rétablissement, qui sont en capacité de pouvoir porter un
discours d'espoir et soutenir des personnes qui sont elles-mêmes concernées par des troubles psychiques et qui donc viennent enrichir les soins proposés par les professionnels de santé de leur savoir expérientiel. Et donc ces personnes-là, elles permettent à la fois de façonner des soins plus pertinents, plus stratégiques et plus humains au sein des hôpitaux, et puis elles apportent beaucoup d'espoir aux personnes concernées. Et les pères aidants familiaux professionnels, eh bien c'est l'équivalent des pères aidants usagers, mais pour les familles. Donc c'est des familles, des aidants qui eux-mêmes ont bénéficié d'un parcours d'accompagnement, qui ont été aidés, qui sont en capacité et qui souhaitent rendre ce service à leur tour, qui l'ont longtemps fait de manière bénévole dans les associations de famille, et certains d'entre eux souhaitent se professionnaliser et commencent à avoir des postes, soit dans des établissements de santé, soit dans des structures associatives, et qui contribuent à enrichir la qualité et la diversité dans les équipes. Quelque chose à rajouter sur les programmes de psychoéducation ? Je dirais que les programmes de psychoéducation, il ne faut pas les voir comme la cerise sur le gâteau. C'est un élément indispensable, c'est-à-dire pour pouvoir accompagner les personnes au mieux, il faut leur proposer à la fois des interventions biologiques et non biologiques. Donc si on propose que l'un ou que l'autre, on est incomplet. Si on veut être optimal, il faut proposer les deux. Et ensuite, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on peut les proposer à tout moment. C'est-à-dire que ce soit pour les aidants ou pour les personnes concernées par un trouble, on peut proposer de la psychoéducation très tôt, y compris dans des périodes où les personnes sont encore pas complètement stabilisées. C'est aux professionnels de santé, aux animateurs de ces programmes-là d'adapter leurs techniques pédagogiques, les attendus. Mais c'est des interventions qu'on peut proposer à tout moment, qu'il faut justement pas s'épargner de proposer, parce que, et ça c'est toutes les leçons des Australiens et des Canadiens, plus on les propose tôt, plus elles sont efficaces, et plus elles sont en capacité de mobiliser la trajectoire des personnes et de limiter l'installation d'un handicap et de favoriser l'espoir et donc d'arriver plus rapidement vers un rétablissement. Un petit mot sur vos principaux axes de recherche. Moi j'ai 2 axes de recherche principaux. Donc j'ai un axe de recherche clinique qui est sur les aidants, dont on a beaucoup parlé. Pour résumer les choses, on crée des programmes de psychoéducation, on les évalue scientifiquement pour vérifier qu'ils sont efficaces. On le fait dans le contexte de la recherche participative, donc avec des personnes concernées, des associations de famille. Et ensuite, une fois qu'on s'est assuré qu'ils sont efficaces, on développe des formations pour les essaimer sur le territoire national, international. On a de la recherche autour de tout ça, donc c'est de la recherche d'efficacité, de la recherche autour des conditions qui favorisent l'essaimage de ces programmes-là. On a de la recherche, comme je le disais précédemment, autour des ingrédients d'efficacité de la psychoéducation. Et puis aussi, on fait de la recherche sur les marqueurs des aidants les plus impactés. On a aussi ce souci-là d'être en capacité de pouvoir identifier les aidants les plus en détresse, de manière à pouvoir leur apporter un soutien peut-être plus intensif ou plus précoce. Et donc on a aussi un peu de la recherche autour de ça. Donc ça, c'est de la recherche clinique autour des aidants. Il y a des aspects un peu économiques aussi, parce que tout ça est infiltré de questions d'argent, puisqu'il faut aussi pouvoir proposer les choses dans les établissements. Et puis j'ai un axe de recherche en neurosciences. Donc mon axe de recherche en neurosciences, il s'intéresse à la médecine de précision en psychiatrie. L'idée, c'est de pouvoir mieux comprendre les mécanismes qui prédisposent à développer des troubles psychiques. Et ça part du constat que les diagnostics actuels, c'est des diagnostics qui sont trop généraux, et que probablement derrière le diagnostic de schizophrénie, de troubles bipolaires, il existe des sous-groupes de personnes qui ont des maladies plus homogènes, et que en identifiant des biomarqueurs, donc soit par de l'imagerie, soit par des prises de sang, on sera en capacité de pouvoir mieux identifier quel est le processus qui participe aux troubles chez la personne et pouvoir le proposer plus précisément. Donc l'idée de la médecine de précision, c'est le bon traitement à la bonne personne au bon moment. C'est quelque chose qui peut paraître assez abstrait, mais qui commence à trouver des applications concrètes en génétique. Donc au Vinatier, on propose des explorations génomiques pour les personnes. Donc on commence à identifier des personnes avec des facteurs génétiques qui expliquent en partie ou totalement leurs troubles. En pharmacogénétique, on peut aussi proposer des traitements, des stratégies thérapeutiques pour des personnes qui résistent aux traitements habituels. Et puis on commence à avoir des essais thérapeutiques qui peuvent proposer des traitements innovants, notamment des traitements immunomodulateurs pour des personnes dont les troubles psychiques sont liés à des anomalies de leur système immunitaire. Donc ça, c'est un essai thérapeutique qui a lieu notamment au Vinatier, mais qui est dans d'autres hôpitaux en France, à Bordeaux, à Paris par exemple. Plein de belles perspectives. Quelle est votre vision de la psychiatrie de demain ? C'est une vision rêvée, hein. Moi j'aimerais que ce soit une psychiatrie à la fois scientifique, parce que moi je suis un scientifique et que je pense que quand on est médecin, quand on est professionnel de santé, quand on est directeur d'hôpital, on est comptable des moyens dont on dispose, et donc ça veut dire que les moyens humains, les moyens financiers qui sont mis en jeu, il faut les utiliser au meilleur escient.
donc en favorisant les interventions qui sont les plus efficaces. Donc moi j'aimerais bien qu'on ait des bonnes pratiques opposables qui nous guident dans tout ça et qui nous obligent à mettre en place ce qui est le plus efficace avant tout. Voilà. Ça c'est un premier point, donc j'aimerais bien que la psychiatrie soit reconnue au même titre que les autres disciplines médicales, comme une discipline scientifique à part entière. Voilà. J'aimerais qu'on commence à mettre en place cette fameuse médecine personnalisée dont je parlais, qu'on soit en capacité de pouvoir proposer des traitements plus précis, plus tôt et au bon moment pour les personnes. J'aimerais qu'on soit plus précoce. Donc ça, on commence à le faire avec les services d'intervention précoce auprès des étudiants, mais je pense qu'il y a encore des leviers à actionner, notamment en sensibilisant la population générale. Je pense qu'il y a des dispositifs qui participent grandement à ça, et notamment les premiers secours en santé mentale qui sont un des leviers qui va beaucoup nous aider autour de tout cela. Et puis j'aimerais aussi que notre discipline, tout en étant scientifique, que ça soit une discipline humaine et chaleureuse et porteuse d'espoir. Et je souligne que scientifique et pas antithétique avec humain. Et donc j'aurais beaucoup de plaisir à ce que nos équipes soient enrichies de pères aidants, usagers et familiaux, parce que je pense que c'est un des moyens de rendre notre discipline plus efficace, pertinente et riche. Si vous aviez un message à adresser, que ce soit aux familles, aux patients, aux décideurs politiques, que leur diriez-vous ? Je dirais qu'il faut chasser l'idée pessimiste qui a longtemps existé vis-à-vis des troubles psychiques. Alors, dans le vocabulaire des psychiatres, on disait la vision un peu créplinienne, c'est-à-dire l'idée qu'avoir un trouble psychique, c'était forcément grévé d'une évolution terrible, quoi. C'est pas vrai. On a beaucoup de leviers qui permettent d'infléchir très favorablement la trajectoire évolutive des personnes. Ça nécessite de pouvoir proposer des soins tôt, des soins complets, des soins efficaces. Et puis ça nécessite aussi de faire évoluer la vision des choses, que ce soit du point de vue des professionnels de santé, des personnes concernées, des aidants, puis de la société en général. Il y a plein de choses qui sont à l'œuvre en France et à l'international pour ça, donc je pense que les choses vont évoluer favorablement, mais voilà, je pense que le message, c'est un message d'espoir et de se dire, quand on vit avec un trouble psychique, il y a un parcours à faire. Au terme de ce parcours-là, on peut retrouver une vie pleine de sens, pleine de projets, riche, intéressante, et c'est ce vers quoi il faut aller. Absolument. Avant de conclure cet épisode, je vous propose de répondre à 6 questions rapides que je pose à chacun de mes invités. Vous êtes partant ? Quel moment clé a changé votre regard sur la santé mentale ? Alors je dirais que c'est quand j'étais interne en psychiatrie, donc j'avais déjà choisi de faire de la psychiatrie. À l'époque, mes études elles étaient très portées sur un courant théorique qui était la psychanalyse, que j'avais un peu de mal à comprendre, qui me paraissait, on va dire, partiel dans sa manière de comprendre ce qui se passe. Et je vais dire que les choses qui ont complètement changé ma vision des choses, c'est d'abord d'avoir trouvé à l'internat de l'hôpital où je travaillais un livre qui traînait, qui avait été écrit par 2 professeurs lyonnais, qui étaient Thierry D'Amato et Mohamed Saoud, qui s'appelait Les Schizophrénies, et qui présentait une vision scientifique, très à jour et médicale de ces troubles-là, et qui m'a donné envie de la mettre en œuvre auprès des personnes concernées. Donc je dirais que ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ensuite quand j'ai commencé mon cursus recherche et que j'ai fait un master 2 en recherche et que j'ai vu que on disposait d'outils de recherche pour explorer les questions, pour faire avancer les choses, pour mieux comprendre ce qui arrivait aux personnes et proposer des soins de meilleure qualité. Si vous pouviez déconstruire une idée fausse une bonne fois pour toutes, ce serait laquelle ? Moi je vais revenir un peu sur... Il y en a plein, mais je vais revenir sur la question des familles, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse beaucoup. Je pense que quand on est professionnel de santé, il y a plein d'appréhensions vis-à-vis des familles. Il y a l'idée que interagir auprès des familles, c'est quelque chose de compliqué, qui nécessite d'être très spécialisé, d'avoir fait des DU, d'être un thérapeute familial, et puis que parfois c'est compliqué et ça sert pas à grand-chose. C'est tout l'inverse. Interagir auprès des familles, c'est une compétence de base qu'on a tous. C'est quelque chose qui va avoir un impact formidablement positif sur les personnes avec des troubles psychiques et qui est extrêmement enrichissant, soi-même quand on est un professionnel de santé, parce que ça fait découvrir de nouveaux partenaires et des possibilités qu'on n'avait pas jusqu'alors. Donc voilà, moi à partir du moment où j'ai commencé à développer ces interactions rapprochées, soutenues avec les aidants, mon métier s'est enrichi et s'est ouvert à plein de perspectives. Je le souhaite à tous les professionnels. Merci pour ce partage. Alors voyez-vous des innovations, peu importe le domaine, scientifique, social, architectural, pourquoi pas, qui pourraient révolutionner notre façon d'aborder la santé mentale et donc sa prise en charge dans les années à venir ? Alors moi j'ai 2 choses, ça va recouper un tout petit peu certaines choses que j'ai dites précédemment. Pour améliorer la psychiatrie, il y a 2 aspects. Il y a la recherche, pour mieux comprendre ce qui arrive et puis proposer des traitements plus efficaces. Donc ça va passer par la médecine de précision, mieux comprendre ce qui arrive aux personnes et proposer des traitements qui ciblent précisément
les causes de leurs troubles. Ça, c'est un premier point. Ça, on le fait beaucoup en France dans les projets de recherche. Et moi, je suis membre de la Fondation Fondamentale et il y a un projet de recherche très important qui a été financé par le gouvernement français qui s'appelle le PEPR ProPsy qui a débuté et qui va se concrétiser fin 2025 à travers une cohorte qui s'appelle la cohorte French Minds qui va permettre de mieux comprendre justement les troubles bipolaires, schizophréniques, du neurodéveloppement et la dépression. Donc ça, c'est vraiment la recherche. Et puis l'autre axe pour améliorer les choses, c'est mettre en œuvre concrètement dans la pratique quotidienne les résultats de la recherche. Et donc ça nécessite des stratégies organisationnelles. Donc moi je le vis à travers le programme Bref, la psychoéducation des aidants, mais ça existe à plein de niveaux. La réhabilitation psychosociale, on savait que ça marchait. C'est le professeur Franck et puis le réseau des centres de réhabilitation psychosociale qui ont permis que ça se diffuse partout. Donc voilà, et cet aspect-là, c'est mettre en œuvre les connaissances scientifiques pour qu'elles connaissent une traduction concrète auprès des usagers. Donc je pense que c'est mettre en œuvre ce qu'on sait qui est efficace et les choses dont on sait qu'elles sont efficaces immédiatement, c'est ce dont on a parlé, plus intervenir le plus tôt possible. Y a-t-il un livre, un film, une œuvre, une rencontre qui vous a profondément marqué ? Alors, je vais dire une rencontre. Je pense qu'il y aurait plein de choses à dire, hein, mais c'est pour un peu insister sur le trait. Moi, je suis un médecin, j'ai une vision humaniste, mais scientifique du métier que je fais. Et donc, je dirais qu'il y a 3 personnes qui ont marqué mon parcours. Sur le versant scientifique, de la rigueur scientifique et je vais dire de la curiosité intellectuelle, je dirais le professeur Marion Le Boyer qui dirige la Fondation Fondamentale et qui est probablement une des personnes qui a permis que la recherche en psychiatrie en France soit aussi dynamique et puissante. Et Thierry D'Amato qui est le professeur qui m'a accueilli dans son service ici à l'hôpital du Vinatier. Et puis je dirais aussi le professeur Nicolas Franck qui m'a inspiré, m'a donné foi dans la possibilité de pouvoir créer des dispositifs et de les diffuser un peu partout en France, qui a rendu possible que la réhabilitation psychosociale soit disponible partout. Et donc moi je m'inscris dans ces pas pour diffuser les programmes de psychoéducation des aidants. À partir d'aujourd'hui, que vous engagez-vous à continuer, à initier, à arrêter ou à faire différemment en lien avec la santé mentale, de manière personnelle ou professionnelle ? Une des grandes leçons que j'ai tirées là des dernières années, c'est la puissance de travailler avec les personnes concernées. Je pense qu'on a beau être un médecin ou un scientifique, avoir un projet, ce projet-là, il va devenir plus riche, plus pertinent et plus efficace en fait, si on le met à l'épreuve des personnes qui pourront en être les bénéficiaires, quoi. Et donc, il y a plein d'autres choses, hein, mais très honnêtement, je me verrais plus désormais envisager de faire un projet sans établir un partenariat avec des pères aidants, des usagers, des familles, des associations de familles, parce que j'aurais l'impression que c'est un projet qui serait incomplet. Et je dirais que c'est la même chose pour les soins, du coup. J'aurais du mal à imaginer une équipe qui n'inclut pas cette diversité-là. Dans un an, comment rêvez-vous que l'on agisse collectivement en faveur de notre santé mentale ? Alors un an, c'est un délai court, mais c'est vrai que les choses peuvent avancer assez rapidement. C'est vrai que cette année, c'est une année particulière puisque la santé mentale est une grande cause nationale. Donc je pense que c'est une occasion pour beaucoup communiquer et utiliser justement des moyens auxquels on n'a pas accès habituellement pour toucher à grande échelle et favoriser des changements systémiques. Donc moi je pense qu'il y a vraiment un intérêt à pouvoir donner une image moderne, empreinte d'espoir de ce qui se passe en psychiatrie, en santé mentale, parce que bien souvent, ce qui existe dans la représentation générale, c'est des représentations anciennes, fausses, très inquiétantes de ce qui peut se passer. Et je pense qu'il faut se saisir de cette année-là pour essayer d'infléchir ça. Je pense qu'il y a eu des initiatives intéressantes autour de ça. Je sais qu'il y a eu un documentaire qui a été diffusé il y a pas très longtemps sur une grande chaîne qui traitait de la santé mentale et où notamment des personnes connues ont le courage de pouvoir parler, de porter ce message d'espoir. Je pense que c'est un des éléments qui peut mobiliser les choses. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je pense aussi qu'il faut faire passer ce message-là qu'il y a de l'espoir, que quand on va pas bien, il faut pas le garder pour soi, il faut aller voir les professionnels de santé, le plus tôt le mieux, et qu'il y a beaucoup de ressources très efficaces pour être aidé, qu'on soit une personne concernée ou qu'on soit l'entourage de cette personne-là. Merci beaucoup pour tous ces partages, tout cet espoir nourri de plein de beaux projets. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et abonnez-vous. Si vous souhaitez proposer des sujets, soulever des questions, partager vos réflexions,
Vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif. Dans 15 jours, j'aurai le plaisir de recevoir Michel Wozniak, ingénieur de formation, coach professionnel et vice-président de Tony Busan International. Michel s'est apposé comme un expert des outils cognitifs. Mind mapping, programmation neurolinguistique, techniques de mémorisation. Son parcours est marqué par une quête constante d'efficacité, mais aussi par une profonde réflexion sur l'humain. Fraîchement diplômé d'un MBA en intelligence artificielle, nous allons ensemble explorer un sujet brûlant entre IA et santé mentale. Entre innovation prometteuse et inquiétude légitime, nous allons tenter d'y voir plus clair, sans tabou et sans simplisme. À très vite pour un nouvel épisode d'Éclat d'esprit. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et de votre santé mentale. Vous venez d'écouter Éclat d'esprit, le podcast qui met en lumière avec authenticité et ouverture d'esprit les mystères de notre santé mentale. Ici, nous explorons les failles de notre esprit pour mieux comprendre ses forces. Nous brisons les tabous, on déconstruit nos idées reçues et nos préjugés, on parle espoir et rétablissement. Entre éclat de voix et éclat de rire, nous partageons nos expériences, nous ouvrons un dialogue inédit avec des personnes concernées par un trouble, des experts à la pointe des évolutions actuelles et les acteurs pluridisciplinaires de terrain. Notre objectif ? Faire éclater nos vérités, contribuer à mieux comprendre les réalités complexes des maladies et de leur prise en charge pour ouvrir la voie vers d'autres possibles. En fil rouge, mon parcours personnel face à la maladie de mon mari, qui m'a confirmé que, tout comme les éclats de lumière se révèlent dans l'ombre, les moments les plus sombres de nos vies peuvent aussi faire naître des éclats de vie. De l'éclat d'esprit à l'éclat de génie, il n'y a qu'un pas. Franchissons-le pour construire ensemble un monde où la santé mentale est accessible à tous.